Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro pour ce vlog pour le mois de novembre 2018. Nous allons parler des news de la chaîne, nous allons parler des news astronomiques et nous allons parler des éphémérides astronomiques pour le mois de novembre 2018. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro, après le nouveau générique court. Voilà, donc comme vous venez de le voir, j'ai fait aussi un générique court. L'objectif, c'est quand même de rester sur des durées de vidéos qui sont un petit peu normales. Certains d'entre vous m'ont fait remarquer que c'était assez long par rapport à YouTube. Moi, j'aime bien ce générique parce que voilà, le générique long, il me fait rêver personnellement. Je me suis un peu inspiré du style du Gaulisoire qui fait vraiment des très beaux génériques, voilà, qui donnent vraiment envie de rêver, et j'avais envie de faire un beau générique. Mais ceci dit, on va pas en abuser, et donc je vais essayer de répartir à peu près raisonnablement l'un et l'autre. La deuxième chose, comme vous venez de le voir, j'ai maintenant un micro qui va me permettre d'avoir un son enfin appréciable. Donc voilà, je vous remercie de votre patience et puis des conseils qui m'ont été donnés. Donc les news de la chaîne, merci beaucoup déjà pour les nouveaux abonnés, on est à peu près 115 aujourd'hui sur la chaîne, merci pour vos réactions sur les nouvelles vidéos, les likes, etc. N'hésitez vraiment pas à commenter. Je voudrais aussi vous dire que j'ai une page Facebook qui s'appelle La chaîne Astro, le groupe Facebook, dans lesquels vous êtes bien sûr les bienvenus. Et l'objectif, c'est de pouvoir partager, comme avec les vidéos sur choisir un instrument d'observation, etc. J'ai commencé à avoir des questions aussi par MP. Le problème, c'est que je ne peux pas répondre non plus forcément tout le temps à tout le monde parce que ça prend du temps. Et il vaut mieux le faire dans un groupe, comme ça permet un peu à tout le monde de partager la discussion et aussi de bénéficier du résultat de la discussion. Voilà, vous annoncez également que je serai aux rencontres Ciel et Espace, donc vendredi et samedi cette semaine. L'objectif, c'est de rencontrer différentes personnes et de pouvoir essayer de filmer 2-3 petites choses intéressantes. Je vais voir ce que je peux faire pour vous, je vais rien vous spoiler pour le moment, mais je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez sympa. Et la dernière chose, c'est aussi vous dire tout simplement pourquoi j'ai fait plusieurs vidéos pour le tutoriel sur la photographie de l'ISS. En fait, voilà, j'avais photographié l'ISS il y a 2-3 ans, j'ai laissé une des anciennes vidéos sur la chaîne, donc qui est faite avec un 40D sur un 300-1500, elle était déjà pas mal. Maintenant je suis avec un 450D, mais aussi un 7D qui m'a été prêté sur un 400-1800, donc forcément j'ai un meilleur pouvoir séparateur. Donc plus j'ai commencé à m'y remettre à photographier l'ISS le mois dernier, plus finalement il y a différents points importants à mon avis à aborder, et donc en fait plus je creusais et plus j'avais des choses à dire, donc c'est pour ça que vous allez avoir 4 épisodes au moins. Le premier est déjà sorti, le deuxième va bientôt sortir, le troisième également, le quatrième va mettre un peu plus de temps parce que là j'ai envie d'aborder le sujet des pouvoirs séparateurs, d'essayer de vraiment comprendre le setup de Thierry Legault et de Cyril Cavador, voilà, pour essayer de creuser un peu plus. Si jamais vous avez un prochain investissement à faire, peut-être prendre en considération justement ce qu'on va aborder là, parce que c'est valable pour l'ISS, mais c'est valable bien évidemment si on a du pouvoir séparateur sur l'ISS, on en aura également par exemple sur la Lune. Vous pouvez faire des très belles photos de la Lune avec un APN sur un Dobson. Donc c'est aussi un peu le sujet de la discussion, donc ça mettra un petit peu plus de temps. Les news astronomiques. Alors il y en a plusieurs qui ont attiré mon attention. La première, c'est Parker Solar Probe qui a été envoyé par la NASA il y a quelques semaines, et donc qui vient de faire sa première boucle à proximité du Soleil et qui a déjà battu le record de tous les temps, de l'objet humain le plus rapide de tous les temps. Donc je vous poste un lien dans la description de la vidéo sur un article pour creuser un petit peu plus. Voilà, c'est quand même fort à souligner, c'est que c'est quand même un vaisseau spatial avec de l'électronique, avec des caméras, avec des machins, etc. Des instruments qui va subir une température et un rayonnement absolument dingue. Et on ne peut que saluer l'exploit des ingénieurs qui ont conçu cette sonde. La deuxième, c'est la sonde Mars Express qui donc tourne autour de la planète Mars, qui a découvert tout un panache assez étrange depuis la surface de Mars. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que Mars, elle a encore
on pouvait la croire comme étant finalement une planète morte, et il y a encore du dégazage et encore des choses qui se passent sur cette planète. Donc on va continuer d'en apprendre, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir y envoyer des sondes ou des choses comme ça. Et la troisième nouvelle, c'est que le télescope spatial Hubble, on était tous très inquiets, à savoir qu'on a appris qu'il y avait un des gyroscopes de stabilisation d'Hubble qui était HS. Et en fait, la NASA, avec des opérations de reset, de se mettre un spin et puis ensuite de relancer, etc., a réussi à récupérer le gyroscope en mode nominal. Donc il faut bien comprendre que le télescope Hubble, comme il est en plein dans le vide spatial, il n'a rien pour s'appuyer, et comme il fait des photos qui durent à peu près une demi-heure de pause, il faut être parfaitement précis pendant une demi-heure. Et pour ça, on utilise des gyroscopes sur plusieurs axes orthogonaux les uns aux autres, de façon à bien stabiliser la sonde. Parce que si vous n'en avez qu'un seul, bah voilà, vous pouvez toujours tourner autour de l'axe de ce gyroscope. Donc c'est pour ça qu'il en faut plusieurs. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que Hubble va pouvoir vivre encore un certain temps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous aimez cette vidéo? Vous voulez en voir d'autres? Offrez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, réagissez dans l'espace commentaire et faites connaître la chaîne en partageant. Merci. On passe maintenant aux éphémérides. Alors dans les éphémérides du mois de novembre, j'ai relevé pas mal de choses assez intéressantes. J'aimerais juste revenir sur Vénus. Donc Vénus, je vous le disais le mois dernier, vient de passer sa conjonction inférieure, et donc elle vient de passer, vous avez le soleil comme ça, elle vient de passer juste au-dessus, au sud finalement du soleil. J'ai réussi à la photographier le lendemain de cette conjonction inférieure, donc elle était à 0,6% d'illumination. C'est une opération qui est assez dangereuse dans la mesure où j'avais un bon tiers du miroir primaire qui était directement éclairé par le soleil. Donc voilà, je vais vous faire un tutoriel sur la photographie de Vénus en pleine journée. J'ai aussi photographié Vénus en fait comme ça très régulièrement depuis le mois de juin dernier. Donc en fait j'ai toute la boucle depuis pas tout à fait l'opposition, mais un peu après quand même. La plus grande élongation est, et puis ensuite le retour jusqu'à la conjonction inférieure. Donc c'est assez intéressant, on peut voir vraiment une variation du diamètre qui est assez impressionnante. Donc il y aura toute une vidéo sur le sujet, ça va mettre du temps également, je vous remercie de votre patience. Mais ceci dit, voilà, elle vient de passer la conjonction inférieure, donc on notera que Vénus va avoir son plus grand éclat à magnitude moins 4,69, donc c'est quand même énorme, le 30 novembre. Donc ça va être quand même assez intéressant au petit matin maintenant, mais vous pourrez la voir sans aucune difficulté le matin en allant bosser. Toujours sympa de commencer une journée comme ça. On a la plus grande élongation est de Mercure le 6 novembre, et le 9 elle sera en rapprochement avec Antares, donc elle sera dans cette zone là. Antares est quand même une étoile qui est assez caractéristique, assez brillante, donc ça peut peut-être aider à repérer Mercure. Ça reste assez bas sur l'horizon, mais plus vous êtes bas en latitude en fait, plus ça commence à devenir facile. Donc vous pouvez effectivement tenter d'observer Mercure à cette occasion. Maintenant Mercure, très sincèrement, c'est comme Vénus. Le meilleur on l'a finalement en pleine journée avec un ciel extrêmement transparent. C'est difficile, c'est dangereux parce qu'on a le soleil à côté. Donc le tutoriel finalement sur Vénus s'applique également sur Mercure. Mais ça on en reparlera. On notera surtout le 12 novembre, et là ça va être extrêmement intéressant, une occultation de Pluton par la Lune qui sera visible pour toute la France métropolitaine, la Belgique très vraisemblablement également, je pense à la Suisse. J'ai vu qu'il y aurait peut-être aussi une partie de l'Amérique du Nord, donc est-ce que nos amis québécois seront concernés également ou pas, je ne sais pas vous dire. Il sera 20h heure française à peu près. Donc ceci dit, je vais vous préparer un tutoriel précis pour pouvoir la photographier, sachant que Pluton se photographie avec un 450D ou un pareil équivalent si vous voulez à 1600 ISO avec des pauses de 8 secondes, on peut déjà la voir. Donc il suffit finalement de faire, vu que c'est le côté lune cendrée qui va venir bouffer Pluton, eh bien on fait des photos avec des pauses de 8 secondes, on aura aussi la partie de la lune cendrée, avec un peu de chance on arrivera à voir Pluton également. Donc ça va être un formidable point de repère finalement, on peut faire la mise au point sur la Lune.
On fait son cadrage par rapport à la Lune parce qu'on a les infos avant, on fait les photos et après ça on va les révéler avec un peu de stacking et tout. Et il n'y a pas besoin d'autoguidage, c'est-à-dire des poses de 8 à 10 secondes, voire éventuellement 15 secondes, avec une EQ3, EQ4 motorisée, c'est quelque chose qui est faisable. Moi je l'ai fait avec même les moteurs EQ1, mais sur mes tables équatoriales, donc ça passe avec un 200 à 1000 de focale, ou éventuellement un 150, 750, là je vous conseillerais plutôt de passer quand même sur 15-20 secondes de pause pour être bien certain. Quoique ça va passer à 10-15 à mon avis. Mais voilà, donc je vous réserve un petit tutoriel précis sur le sujet, juste quelques jours avant, mais vous pouvez déjà préparer un peu vos setups. Voilà, la condition, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir faire de la photo de la Lune avec un appareil photo et une motorisation, pas auto-guidée, mais une motorisation quand même pour avoir du suivi. Ensuite, on notera justement à propos de la Lune, les deux dates. Alors j'ai noté le 14 et le 26 pour la périgée, mais je trouve ça étonnant qu'il n'y ait que 12 jours entre les deux, périgée et apogée. L'apogée en tout cas est le 14, et on va pouvoir refaire le photomontage dont je vous avais parlé le mois dernier. Donc de faire un premier quartier d'une certaine façon, un deuxième quartier, l'un à la périgée, l'autre à l'apogée, donc on peut voir la différence de diamètre. Donc ça donne ce genre de choses, et vous pouvez faire ça. Après ça peut varier à une journée près, hein. Si vous faites le 15 par exemple pour le premier quartier et le 30 pour le dernier quartier, ça va coller également. Donc ça c'est une affaire assez sympa. Après, deux astéroïdes à noter, on a Juno qui est en opposition le 18 et le 22 c'est Victoria. Donc Juno est de magnitude 7,5 mais sera visible bien évidemment, et donc 7,5 vous pouvez le faire avec à peu près tous les instruments, j'ai envie de dire, à partir de 115 mm de diamètre ça va passer. Victoria est plus difficile, elle est de magnitude 10, enfin c'est un astéroïde de magnitude 10 le 22, donc c'est toujours valable de toute façon, quelques jours avant, quelques jours après. Là j'ai envie de dire qu'il faut un 300 mm de diamètre, puisqu'on peut observer les messiers les moins brillants, on peut les observer également avec un 300. La dernière chose, on en a parlé le mois dernier, la comète Virtanen va promettre vraiment un spectacle ahurissant. Elle va passer en plein dans la constellation du Taureau au moment où elle sera la plus lumineuse. Donc elle va passer en gros entre Aldébaran et les Pléiades sur les 13, 14, 15, 16 décembre prochains. Donc là il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Il se pourrait, en tout cas la courbe de luminosité a l'air de bien grimper quand même, il se pourrait donc qu'elle soit presque visible à l'œil nu. Donc c'est valable tant avec un APN si vous êtes en campagne, même à la limite avec des pauses de 30 secondes sans avoir de monture motorisée, ou c'est valable bien évidemment avec un télescope, et donc c'est valable finalement dès que la constellation du Taureau se lève, donc ça fait quand même une bonne partie de la nuit et même jusqu'au petit matin sans problème. Donc voilà, c'est après en 2019, il n'y aura pas énormément de comètes vraiment très lumineuses, sauf à la fin. On a P2008 Y12 SOHO qui sera à son maximum le 15 octobre 2019. Mais par contre, elle sera plutôt hémisphère sud et elle pourrait être par contre extrêmement lumineuse également. Voilà. Juste dire une chose, pour Virtanen, sa distance sera 30 fois la distance Terre-Lune. Pour une comète, c'est extrêmement près, c'est-à-dire qu'on en a à peu près 10 comme ça par siècle. Donc ça va être un spectacle vraiment intéressant, préparez-vous et préparez votre matériel. Voilà, j'en ai fini donc pour ce vlog. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne très bientôt. Je vous prépare voilà, beaucoup de vidéos. Merci de votre patience et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.